Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, moi je le suis. En tout cas, je viens juste de terminer l'interview avec l'invité du jour et il y a de belles pépites, il y a de belles choses. Aujourd'hui, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais on va parler d'offres digitales, comment construire une offre digitale pour booster son business. Si aujourd'hui, par exemple, vous faites beaucoup de one-to-one, d'individuel ou de formation peut-être en présentiel ou que vous faites de la prestation de service, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, c'est assez chronophage et vous allez atteindre en fait une limite. À un moment donné, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, on va parler de quand, comment, pourquoi créer une offre digitale. Alors attention, une offre digitale, ce n'est pas forcément une formation en ligne, donc on va voir tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter mon invitée. J'accueille Valentine Elsmortel, qui, elle, est entrepreneuse et fondatrice de Je vis de ma passion et de Prêt-à-Poster. En fait, elle va accompagner des personnes à construire et à développer un business en ligne grâce à des formations, entre autres. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter cet épisode de podcast où on va décortiquer un petit peu comment construire une offre digitale pour justement booster son business. Donc, installez-vous confortablement et puis on est parti. Avant de démarrer ce podcast, j'ai envie de vous partager une très très grande nouvelle. Ça fait de longs mois maintenant que je travaille sur un projet en off dont je ne vous parle pas, dont j'ai parlé quand même à certaines personnes un petit peu en vous disant qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et du coup, j'ai décidé de dévoiler, de lever le voile sur ce projet-là et de vous parler du coup de la MB Academy qui sortira en septembre 2021. Mais vous pouvez dès à présent en fait tout simplement manifester votre intention à rejoindre l'académie. Il s'agit en fait d'un programme d'accompagnement sur 3 mois pour véritablement obtenir un flux stable et régulier de nouveaux clients via LinkedIn et surtout gagner en confiance et en sérénité dans votre activité aujourd'hui. Donc en fait, il est destiné à tout entrepreneur qui est déjà en activité depuis quelques mois ou plus longtemps, mais qui dépend un petit peu du bouche à oreille ou qui n'a pas forcément de méthode d'acquisition claire pour trouver des nouveaux clients. Donc je vous partage bien évidemment ma propre méthode qui moi m'a permis de tout simplement vivre de mon activité dès le début et de trouver aujourd'hui 90% voire plus de mes clients grâce à LinkedIn. Donc en fait, c'est un programme qui va vous permettre déjà de clarifier votre profil et votre positionnement pour vous démarquer de la concurrence, de mettre en place une stratégie claire pour créer une communauté engagée, attirer les bons clients à vous, en développant surtout une prospection qui est bienveillante, qui est éthique et qui est humaine. Ça, c'est très important pour moi et je pense que pour vous aussi, si vous êtes là aujourd'hui. On va voir notamment tous les outils pour développer un réseau professionnel qui est qualifié et une stratégie éditoriale à votre image. Et surtout, après, vous aurez compris les clés pour pérenniser votre entreprise sur le long terme et être plus serein dans votre activité. Donc, si vous voulez vraiment mettre en place un flux régulier de nouveaux clients, LinkedIn est la clé pour ça. Je vous mets le lien d'inscription sur la liste d'attente en description de ce podcast. Vous pouvez aller regarder. J'ai mis tous les témoignages des personnes qui ont assisté du coup au bêta-test de la formation qui sont super et qui ont effectivement eu de très très bons résultats. Donc j'en suis super fière. Et vous aurez tous les détails du coup du programme directement sur le lien que je vous mets en description de ce podcast. Et d'ailleurs, entre nous, vous aurez un petit cadeau pour celles et ceux qui s'inscrivent via ce lien-là. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer et aller voir du coup plus en détail ce que contient ce programme. Vous avez d'ailleurs tout le déroulé avec le programme de formation. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce fabuleux projet et me faire vos retours par message privé comme d'habitude. Toujours ravie d'avoir vos retours. Et je vous laisse tout de suite avec le podcast d'aujourd'hui.
Bonjour Valentine, Bonjour Pauline, comment vas-tu? très bien, merci, merci pour l'invitation. Merci à toi en tout cas de venir sur ce podcast. Moi, je suis super contente de pouvoir t'interviewer. Écoute, le plaisir est partagé. Top. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler d'offres digitales. Comment construire son offre digitale, qu'est-ce que c'est déjà, et puis comment le mettre en place dans son business. J'ai beaucoup de mes clients en tout cas qui font encore beaucoup d'individuels et de one-to-one et qui justement sont dans ce passage-là entre comment je passe de l'individuel à créer une formation ou autre, en tout cas des produits plus digitaux. Donc c'est top, je pense que ça va bien plaire. Et c'est une thématique que j'adore, donc je suis ravie de pouvoir partager tous mes conseils à ce sujet. Super. Est-ce que tu veux te présenter peut-être pour les personnes qui nous écoutent? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Valentine, j'ai 32 ans, j'habite à Bruxelles. Je travaille à mon compte depuis 5 ans et demi. J'ai d'abord commencé mon activité comme freelance, où je faisais de la prestation de services dans le domaine de la communication digitale. Et très vite, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qui m'animait le plus. Vraiment, travailler pour le business des autres, même si j'étais indépendante, je n'avais pas voilà, cette créativité, cette liberté que je recherchais. Et petit à petit, je me suis lancée en fait dans le business en ligne, dans la création de programmes en ligne, dans la création de membership, et c'est vraiment ça que j'adore. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai deux business sur le web. Il y a Je vis de ma passion, qui est un site d'e-learning et de mentoring pour les entrepreneurs qui veulent se développer leur activité grâce au web, pardon. Et il y a également Prêt à poster, qui est un membership qui apporte chaque mois à ses membres le bon contenu à poster. Parce qu'on sait que ça peut être hyper chronophage, les réseaux sociaux. Donc, tous les mois, on crée des templates de publication, des templates Canva, des photos. Et comme cela, on a vraiment la petite caverne d'Alibaba pour les entrepreneurs pour aller plus vite dans leur communication. Donc, voilà ce que je fais actuellement. Top, top, top. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce switch-là entre freelance et je mets en place plus des formations et un membership? Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé assez tôt sur le web. Quand j'avais 12 ans, je me suis très vite intéressée à tout ce qui était blogging. Alors, pas les vieux Skyblog, là, comme on a connu, mais vraiment, j'ai commencé à apprendre l'HTML, le CSS. J'ai toujours aimé, voilà, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'intéressait là-dedans. Je suivais plein de tutos sur Photoshop à l'époque, la vieille version de Photoshop, Photoshop 7. Il n'y avait même pas encore la Creative Suite à l'époque. Et j'avais déjà un blog en fait où je partageais ma life, mais également des tutoriaux Photoshop, voilà, comment faire des petits montages photos, comment créer son propre blog. Et c'est toujours un truc que j'ai aimé faire. Et je me souviens, tu vois, quand tu as 14-15 ans et qu'on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier, mais en fait, moi, je voulais avoir un site avec des tutoriaux où j'allais pouvoir partager. Enfin, c'est vraiment ça que j'imaginais, mais clairement, on est en 2003-2004, c'était pas du tout un métier possible et imaginable. Et donc, je suis un peu rentrée dans le parcours plus classique. J'ai fait des études d'histoire de l'art, puis de com, puis je me suis lancée dans la communication. Et heureusement, le web a quand même bien évolué depuis. Et quand j'étais déjà freelance, parce que pour moi, c'était la seule chose qu'on pouvait faire comme indépendant, c'était au final faire de la prestation de service, faire du one-to-one. Je faisais déjà un petit peu de formation en one-to-one. Je me suis rendu compte qu'il y avait ce business des formations en ligne aux États-Unis. Et là, j'ai fait, mais en fait, c'est exactement ce que je faisais quand j'étais ado, à part que là, en fait, c'est monétisé et que ces connaissances, on les vend. Et j'ai fait, mais c'est ça que je veux faire absolument. Et c'est là que ça a été vraiment mon objectif. Je me suis dit, OK, en fait, moi, je veux plus m'occuper des pages Facebook et des comptes Instagram des autres. Je veux plus faire des formations en entreprise. En fait, moi, ce que je veux, c'est avoir mon business de formation en ligne et pouvoir toucher un maximum de gens. Et donc, c'est comme ça que le switch s'est fait, entre guillemets. C'est super intéressant. Et ça a commencé du coup vachement tôt pour toi. Oui, mais C'est du coup, alors c'est et un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est que voilà, aujourd'hui, en 2021, j'ai déjà pu tester énormément de choses. J'ai pu faire, je crois, toutes les erreurs qu'on a dans son parcours entrepreneurial et c'est normal. J'ai vu énormément de choses à évoluer. Donc, c'est clair que voilà, ça permet d'avoir un bon recul là-dessus. Mais après, effectivement, quand je me suis lancée, donc ma première formation en ligne, je l'ai lancée il y a 3-4 ans. C'était encore tout nouveau. Dans le monde francophone, franchement, les formations en ligne, les programmes en ligne, voire même les coachings du groupe, c'était un truc dont on ne parlait absolument pas. Et il n'y avait pas également toutes les aides. Maintenant, on est plein sur le web à partager des contenus, comment créer sa formation en ligne, son programme, machin, machin. Il n'y avait pas tout ça.
Donc, effectivement, ça a pris beaucoup de temps pour arriver au résultat que je souhaitais et à l'impact que je souhaitais parce que j'ai un peu fait du bricolage à gauche, à droite avec les infos que je trouvais. Il y avait quelques formations aux États-Unis, mais adaptées pour un public anglo-saxon qui est quand même différent que le marché francophone. Il a fallu éduquer le marché francophone également, et encore, c'est pas terminé. Et donc voilà, mais après, c'est challengeant et c'est super chouette. Donc oui, j'ai commencé il y a longtemps, entre guillemets, mais dans le monde du web, effectivement, quand je dis que j'ai fait ma première formation il y a 4 ans, je suis déjà un dinosaure. Mais voilà, ça a été une plus-value. Comme effectivement, maintenant, je vois des gens qui avancent super vite parce que maintenant, on peut leur partager les méthodes et je me dis, allez, c'est quand même plus simple pour eux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Oui, forcément, tu as accès à plus de contenu aujourd'hui plus facilement. Ouais. Oui, oui. Ouais. Top. Et du coup, ma première question pour toi, ce serait déjà, qu'est-ce qu'une offre digitale? Parce que souvent, on a tendance, et moi la première, à penser que une offre digitale, c'est uniquement une formation en ligne. Tu vois, et je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'une offre digitale? Qu'est-ce que tu mets derrière? J'adore cette question. Alors pour moi, une offre digitale et même un business digital, c'est en fait une offre qui peut se vendre en ligne et se consommer en ligne. Donc par exemple, Netflix, c'est une offre digitale. Il n'y a rien qui est matérialisé. On achète son abonnement sur le web et on regarde sur le web. Et en fait, on peut vraiment faire ça dans tous les domaines avec plein de petits tops différents. Donc oui, il y a les formations en ligne qu'on connaît. On peut faire par exemple également des coachings de groupe. Au final, c'est une offre digitale parce qu'on va avoir tout le monde sur le web, tout se fait de manière virtuelle. Alors, on n'est pas obligé de faire ce qui est du coaching ou de la formation. On peut également créer des templates. Je pense par exemple au site Creative Market qui est assez connu où il y a tous les templates qu'on peut acheter pour avoir des chouettes templates Canva et tout. C'est des offres digitales. C'est des choses qu'on achète sur le web qui sont digitales. Mon membership prêt à poster, c'est pas de la formation, c'est pas du coaching, c'est vraiment on apporte du contenu matériel qu'on peut utiliser, mais c'est une offre digitale aussi. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment beaucoup plus large que juste les programmes et les formations en ligne qui sont une catégorie dans les offres digitales, mais il y en a énormément. Tout ce qui est workbook payant également. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. On peut également, qu'est-ce que je vois beaucoup, tout ce qui est tableur, fichier Excel déjà préfait, où il n'y a plus qu'à compléter pour tout ce qui est traquer son budget, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Également, tout ce qui est organisation est très à la mode en ce moment avec les outils comme ClickUp et Notion. Le fait de vendre ses propres tableaux Notion, au final, c'est également une offre digitale. Donc, tout ça, c'est vraiment, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Je crois que le plus important à retenir, c'est une offre digitale, c'est quelque chose qu'en fait, on va créer une fois et qu'on peut vendre plusieurs fois. Et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, si moi, je veux, en tant que prestataire de service, je veux créer un fichier Excel pour un client, pour faire, par exemple, pour qu'il fasse ses suivis Instagram, je dois à chaque fois le faire pour chaque client. Tandis que si j'en crée un qui est peut-être un peu plus mainstream, mais que je le mets en ligne sur mon site, tout le monde peut l'acheter. Je fais le boulot une fois, mais je peux le vendre des milliers de fois. Ouais, c'est ça l'avantage au final. Ouais. Ouais. Et c'est important de bien dire qu'effectivement, il n'y a pas que les formations en ligne, parce que c'est souvent la première chose qu'on a en tête, vu que c'est aussi ce qu'on consomme, je pense, beaucoup en ligne. Mais il n'y a pas que ça, effectivement. Les templates, les fichiers Oui, et les possibilités sont nombreuses. c'est clair. Et du coup, tu en as un petit peu parlé, mais quel est pour toi l'avantage principal d'avoir une offre justement qui est digitale? C'est quoi l'objectif derrière? Alors, la première, c'est qu'on va d'abord pouvoir clairement développer ses revenus, son business, son chiffre d'affaires. On le voit quand on est freelance et qu'on fait uniquement de la presta en one-to-one, au bout d'un moment, on n'a plus le temps. On ne peut pas prendre plus de clients. Je pense par exemple à un coach. Oui, alors s'il veut développer ses revenus, il va pouvoir augmenter au bout d'un moment ses tarifs. Mais il y a un moment, on arrive quand même à un certain plafond. C'est compliqué de tarifer l'heure de coaching à 5 000 euros, quoi. Sauf si on s'appelle... et encore, Robux, il est beaucoup plus haut. Mais voilà, ça devient un petit peu compliqué. Tandis que quand on a comme ça un programme ou une offre qui peut se vendre tout le temps, toute l'année, dans laquelle on ne doit plus intervenir systématiquement de manière personnalisée pour chaque client, ça permet vraiment de le développer. Moi, par exemple, sur mon site, sur Je vis de ma passion, j'ai une formation qui tourne en automatique. Elle se vend toutes les semaines.
c'est quelque chose dans lequel je n'interviens plus. Oui, j'interviens une fois par mois dans le groupe Facebook pour répondre aux questions, pour le live questions-réponses mensuel. Mais après, c'est vraiment quelque chose qui est totalement automatique. Les personnes qui sont intéressées l'achètent, la suivent, et voilà. Et donc, clairement, c'est quelque chose... Au final, moi, mon job maintenant, c'est de faire connaître mon travail et de grandir en visibilité. Mais ce n'est plus mon temps de travail qui vraiment importe par rapport aux revenus du business. Ouais. Et au final, tu grandis et tu scales ton business de cette manière-là quand tu arrives à un palier. Exactement. Après, il y a une autre méthode aussi quand on est freelance, plus pour les prestataires de services, c'est passer en mode agence. Moi, personnellement, je l'ai testé. J'ai pas aimé parce que, oui, le fait de du coup déléguer à d'autres personnes certaines parties, enfin, comme une agence de communication, on devient un petit peu le CEO. Moi, c'était pas quelque chose qui me plaisait parce que j'avais l'impression de passer mes journées à envoyer des mails entre les différentes personnes avec qui je déléguais le boulot et les différents clients. Donc, voilà, il y a également d'autres moyens de le faire. Moi, personnellement, c'est pas ça qui m'a plu. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'avais l'impression de travailler pour le business des autres et pas de construire mon truc à moi. Et ça, souvent, c'est un besoin que j'entends beaucoup des personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne. Et c'est un autre avantage, c'est le fait qu'on a son truc à soi. Moi, en ce moment, je vais te donner un exemple. Ma meilleure amie habite en Italie. Là, clairement, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas pu se voir. Là, ils vont pouvoir venir en juin. La première chose que j'ai fait, c'est booker dans mon agenda 4 jours off pour profiter de ma meilleure pote que j'ai pas vue depuis méga longtemps. Et j'ai même pas dû réfléchir en fait. J'ai vraiment ce truc OK parce que je peux complètement, au niveau de la liberté, la geler, parce que je peux complètement adapter mon agenda. Oui, il y a des choses à faire. Avoir un business en ligne, ça veut pas dire glander sur une plage toute l'année. Mais par contre, par exemple, moi, dans mon boulot, chaque semaine, il y a la création de contenu. Au final, si je décide de tout faire un petit peu à l'avance ou un petit peu plus tard, parce que voilà, j'aménage mon agenda comme je le veux, ça, c'est un vrai avantage. Ce que je n'avais pas avant en tant que freelance. Voilà, même si je me disais 4 jours off, il n'y a rien à faire. On sait qu'on a toujours un client qui va t'appeler le lundi matin, qui va dire « Oh, tu peux pas vite poster ça ?» Donc, c'est vraiment, je trouve que là, on a son truc à soi. Alors, ça demande d'autres responsabilités, ça demande d'autres réflexions, parce qu'il faut vraiment s'occuper de la vision stratégique et tout. Mais je trouve qu'au niveau de la liberté, au niveau de la liberté d'action et de créativité, pour moi, il est là également l'avantage. Ouais, c'est vrai. Et puis, tu n'es plus forcément, effectivement, tributaire ou tu n'es plus obligé, effectivement, d'avoir ces rendez-vous constants aussi avec tes clients et tu peux t'organiser comme tu souhaites, tu vois. Ah oui, mais ça, je me souviens, c'était une perte de temps, ces rendez-vous avec les clients. Alors, pour le coup, j'avais déjà pris le parti, donc ça, c'était il y a 5 ans, de faire la majorité de mes rendez-vous par Skype à l'époque. Il n'y avait pas encore Mm. Zoom. C'est vrai que c'était très mal vu par certaines personnes qui ne comprenaient pas que je ne me déplace pas dans leur bureau. Mais en même temps, moi, je ne pouvais pas me déplacer dans les bureaux de tout le monde. Il y a des moments, j'avais l'impression de passer ma journée en voiture. Bruxelles peut quand même être très fort embouteillé. Et j'étais là, mais au bout d'un moment, je suis pas rentable. Enfin, ou alors, parce que je ne pouvais pas passer mes journées à faire un petit peu l'opérationnel, l'admin, les rendez-vous clients, parce qu'au bout d'un moment, il faut faire le travail également qui te demande. Et donc voilà, clairement, mais ça, c'est un truc, honnêtement, moi, mon agenda est très, très light. Alors, il y a beaucoup de choses sur la to-do list à faire, mais en termes de rendez-vous, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon podcast, donc quand j'ai un invité dans le podcast, j'ai ça. Quelques lives par mois dans les groupes. Oui, quelques rendez-vous avec l'équipe, parce que j'ai une équipe qui m'aide. Ici, voilà, certains événements comme ici où je suis invitée, mais au final, je n'ai plus de rendez-vous clients où tu as quelqu'un qui te dit maintenant, j'attends que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça. Et c'est vrai que mon agenda est beaucoup plus light et je peux vraiment composer mon agenda comme je le veux et faire les actions que je veux au moment où je le veux. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Ouais. Ouais, je comprends tout à fait, je te rejoins tellement là-dessus. Tout à fait, ouais. Et du coup, tu fais plus du tout, ou tu fais pas du tout, en tout cas, de one-to-one ou de suivi individuel Non, avec plus tes du clients. tout, et par manque de temps et par manque d'envie. C'est pas ce qui m'épanouit le plus. Donc en fait, moi, j'ai jamais eu de programme vraiment en one-to-one, d'accompagnement, de suivi, parce que moi, ce que j'aime, c'est créer des formations en ligne. Donc voilà, par contre, ce que je faisais avant beaucoup, c'est que je proposais en bonus des sessions one-to-one. Donc typiquement, les personnes qui allaient acheter le programme en une fois avaient droit à une session d'1 heure avec moi. Enfin voilà, c'était toujours un petit bonus. Ou alors, tu sais, quand tu fais un webinar pour promouvoir une formation et que tu fais un petit bonus pendant le webinar, ben là, j'allais proposer voilà, une session de one-to-one avec moi. Mais là encore, on se retrouve à avoir ce truc avoir un agenda du coup avec des rendez-vous un petit peu plus précis, ce que j'aime moins. Et puis, c'est pas ce que je préfère faire.
Pourtant, les gens étaient toujours très contents hein, des séances avec moi. Mais voilà, c'est pas ce qui m'épanouit le plus actuellement. D'ailleurs, je travaille avec une coach, du coup, avec une vraie coach certifiée. Parce que moi, je ne suis pas coach. Je suis stratégiste, business, tout ce qu'on veut. Mais je suis pas coach. Donc, en plus, un petit peu pour aller en one-to-one, les gens, ils ont aussi besoin de se confier. Et je trouve que ça peut être très dangereux au final si c'est pas notre corps de métier d'aller vraiment débloquer les blocages et tout au niveau du mindset. On peut dire des choses qui peuvent être assez dangereuses. Moi, c'est ça qui me faisait peur. J'ai tendance à être assez cash en plus de manière générale. Ça plaît à beaucoup de personnes, mais il y en a, ça peut faire mal. Et donc maintenant, je travaille avec une coach business qui justement s'occupe de ça. Et on verra comment ça évolue. Mais je pense que oui, elle pourra s'occuper de one-to-one par après pour la clientèle de Je vis de ma passion. Mais moi, clairement, c'est pas du tout le chemin vers lequel je vais. Je m'en éloigne de plus en plus. Et honnêtement, c'est pas un truc qui me manque. Donc, voilà. C'est bien et je trouve ça bien, tu vois, que tu partes effectivement de ce que toi tu as envie aussi, parce que c'est important quand tu crées un business aussi qui vient de toi et que toi tu as envie effectivement de faire. Ouais, Je bah trouve ça écoute, je bien. me suis pas mal, pas remise en question, mais voilà, j'ai pas mal brainstormé ces derniers mois. En même temps, on avait que ça à faire quand c'est chez nous. Et moi, j'en suis vraiment revenue à ce que j'aimais. Et qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime créer des jolies choses. Voilà, j'aime travailler sur mon site, j'aime travailler sur la stratégie de communication, j'aime travailler sur le contenu de manière générale, j'aime apporter de la valeur. Mais après, c'est vrai que j'ai moins ce côté one-to-one, accompagnement. Et même quand j'étais freelance, franchement, c'est bien qu'il y a 5 ans, quand je me suis lancée, il y avait moins de freelance dans le domaine de la communication digitale. Mais je pense que sinon, beaucoup m'auraient dit au bout d'un moment, bon, Valentine, on arrête de bosser avec toi, il y a des gens plus cool. Parce que clairement, ouais, j'avais pas ce côté relationnel, tu vois, avec la clientèle Mm. et tout. Enfin, c'était OK. Je faisais mon boulot bien, tu vois, même, je pense plutôt bien, mais clairement, j'étais pas. Oui, j'ai jamais été la freelance qui allait envoyer des cadeaux de fin d'année à tous ses clients pour les remercier. Enfin, c'est un truc, j'y pense même pas, je t'avoue, quoi, tu vois. Ouais. Par contre, je vais prendre un plaisir fou à créer vraiment le bon contenu, à créer les bonnes stratégies et tout. Et donc voilà. Et quand on a comme ça son business et qu'on se positionne en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas tout faire. Et voilà. Donc moi, maintenant, j'ai décidé de mettre le focus sur ce dont j'étais le plus douée, ce que j'aimais le plus. Donc, c'est vraiment réfléchir au niveau stratégique à l'avancement, comment est-ce qu'on fait avancer le business et comment est-ce qu'on fait pour communiquer dessus, en fait. Communication, marketing, et voilà. Et le reste, je le délègue à des personnes qui font ça beaucoup mieux et avec beaucoup plus de plaisir. Super. Et du coup, quand on crée une offre digitale, je pense que, ou pas d'ailleurs, mais peut-être qu'il y a des personnes pour qui c'est pas fait. Forcément. Ou à quel moment est-ce que tu peux te dire dans ton business, OK, c'est le moment, je vais créer une offre digitale. Et à quel moment est-ce que du coup, c'est pas fait pour moi, tu vois, et du coup, tu passes pas forcément à ce stade-là. Oui, alors ça dépend de quel type d'offre. Est-ce que tu veux qu'on parle peut-être plus sur les plus gros programmes signatures, les formations en ligne, etc. Plutôt sur ce point-là? Ouais, on va peut-être partir sur ce Oui. point-là, ouais. Ouais. Après, tout ce qui est template et tout, je pense Mm. qu'on peut le Oui. faire dès le début. Mais pour tout ce qui est programme, signature, vraiment le gros programme, tu sais, où le client va connaître une transformation, je pense qu'il faut quand même avoir fait un petit peu de one-to-one avant. Pourquoi? Mm. Parce qu'il faut avoir sa méthodologie, savoir que sa méthodologie fonctionne. Donc, clairement, se lancer et se dire on va lancer un programme de 3 mois, de 4 mois, alors qu'on n'a jamais bossé avant, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas comment on va aider les personnes à résoudre le problème. Une formation, un programme, en fait, ça résout le problème de quelqu'un. Donc, par exemple, toi, c'est comment communiquer sur LinkedIn et comment trouver des clients sur LinkedIn. Mais si tu n'as jamais testé tout ça avec des clients en one-to-one, mais ça va être très compliqué de le partager dans une formation en ligne. Donc vraiment, moi, je conseillerais plutôt d'avoir quand même un petit peu bossé avant pour avoir testé, avoir eu peut-être que quelques clients one-to-one. Avant de se lancer dans la création d'une belle formation avec les plus beaux slides du monde, peut-être le tester en format bêta. On n'est pas obligé de faire la version la plus propre et la plus belle du monde dans la première version. On peut faire des versions bêta où on va tester. Ça, beaucoup de personnes font en fait. Et du coup, au lieu de faire des vidéos enregistrées, vont plutôt faire ça en version en direct, avec peut-être des slides pas tout à fait terminés, mais on délivre le bon contenu et on voit en fonction des questions, en fonction des blocages, comment adapter son contenu au fur et à mesure. Et là, on peut arriver à avoir un programme
qui est enregistré, qui peut se vendre de manière automatique parce qu'on sait qu'il répond vraiment aux problématiques et aux questions du public. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle pour le gros programme signature. Par contre, ce que j'enseigne également, c'est la création d'une petite offre digitale. Donc ça, c'est une autre stratégie, c'est le fait de créer une petite offre qu'on va vendre à 37 €, qui va être un package avec plein de choses différentes sur une thématique précise. Et ça, pour moi, on peut le lancer dès le début. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avantage de ces petites offres, c'est que ça convertit très bien. Donc, ça va permettre de trouver ces fameux clients one-to-one qu'on a peut-être besoin pour par après avoir son gros programme. Et ça permet de déjà tester plein de choses, comment faire des workbooks, comment mettre en ligne, comment faire une page de vente, ce qui fait qu'un petit peu tous ces blocages, on pense toujours que c'est compliqué au niveau de la technique, ça permet d'un petit peu de dire au revoir à tous ces blocages pour pouvoir après se concentrer sur un plus gros programme. Donc, dans l'ordre, je dirais, on peut créer, quand on veut, une petite offre, la mettre en ligne. On continue de travailler son one-to-one pendant ce temps-là. On fait éventuellement une version bêta-test de son grand programme. Et là, on peut lancer le grand programme dans les règles de l'art. Ouais, ça paraît logique. C'est un petit peu d'ailleurs ce que je fais. C'est très bien. Donc, c'est bien. Ça me rassure. Non, mais c'est vrai, et je pense qu'on ne peut pas forcément effectivement lancer une grande formation, tu vois, sans avoir effectivement fait d'individuel ou sans avoir vraiment perçu et su accompagner une personne de A à Z déjà avant, quoi. Ce qu'on disait il y a encore pas longtemps, c'est qu'on pouvait, dans une formation en ligne, repartager son expérience. Et moi, c'est ce que je faisais avant. Mes formations en ligne, en fait, c'était purement mon expérience. Ça fonctionne moins bien quand même. Pourquoi? Parce que déjà, on est beaucoup plus sur le marché. Et pour un peu se différencier des concurrents, qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est les témoignages. Donc, c'est comme bien d'avoir des témoignages de clients. Donc, si on n'a pas eu de clients one-to-one qui peuvent expliquer que la méthodologie fonctionne et qu'ils ont eu des résultats, ça va être plus compliqué. Je n'ai pas dit que c'était obligatoire, mais voilà. Et surtout, tout le monde n'est pas nous. Ça, c'est aussi un truc que je me suis rendu compte, c'est que pour moi, il y a des choses qui sont très évidentes, qui sont très faciles et qui ne le sont pas du tout pour la majorité des personnes. Et à l'inverse, il y a des choses qui pour moi ne sont pas du tout évidentes et qui sont très faciles pour d'autres. Mais en tout cas, dans le cadre de la création de programmes, tu vois, moi, au final, j'ai fait tout de manière un petit peu freestyle, naturelle. Et donc, les choses que j'ai appliquées pour moi ne s'appliquent pas forcément à la majorité des personnes. Donc, partager mon expérience, c'est moins efficace. Maintenant que j'ai retravaillé tous mes programmes pour qu'ils s'adaptent à la majorité des personnes, c'est peut-être pas ce que je vais utiliser pour moi à 100%, mais je sais que c'est ce qui fonctionne le mieux pour la majorité des personnes. Et pour ça, il faut avoir testé avec d'autres personnes, tout simplement. Ouais, c'est ça, on est tous différents et on ne va pas réagir de la même manière. Et puis, je pense aussi qu'on ne perçoit pas forcément la même information de la même manière aussi. Oui. Chaque personne va le percevoir différemment. Oui, tout à fait. C'est ça. Et du coup, comment est-ce que tu choisis le sujet de ta formation? Est-ce qu'il y a une règle particulière ou pas? Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de clients qui, justement, font beaucoup de choses et ont tendance un petit peu à s'éparpiller. Comment est-ce que tu choisis le sujet de ta première formation ou de ta première offre? Alors, pour moi, le sujet d'une bonne formation, il faut régler le problème d'un client. Il faut lui apporter une transformation. Une formation n'est pas là pour apprendre quelque chose. Personne ne veut apprendre au final. Personne ne veut apprendre à utiliser LinkedIn. Personne ne veut apprendre à créer son site Internet. Par contre, tout le monde a envie d'avoir des clients. Qu'est-ce qui peut être utile pour avoir des clients? C'est utiliser convenablement LinkedIn. Donc, en fait, il faut vraiment aller retrouver quel est le besoin premier du client. Et alors, c'est à la fois le plus compliqué et le plus simple. Parce que nous, en tant qu'experts, on a tendance à vouloir apporter directement la méthodologie, le moyen. Tu vois, si je te dis, voilà, j'ai besoin de plus de clients, tu vas me parler de LinkedIn. Mais en fait, la personne, elle a juste envie d'entendre, oui, tu vas trouver des clients. Et donc, très souvent, rien que la thématique, la manière d'expliquer ce qu'on aura à l'intérieur, il faut toujours mettre en avant la transformation. Donc, si je te dis, voilà, par exemple, une formation qui dirait 90 jours pour maîtriser LinkedIn, ouais, ça peut fonctionner. Mais c'est pas ça. Ça donne pas forcément envie. Voilà. 90 jours pour avoir un système qui te permet d'attirer enfin ton premier client. Là, on a quand même beaucoup plus envie parce qu'on répond au vrai besoin qui est de trouver un client. Et dans la formation, on va expliquer qu'il y a plusieurs moyens et qu'ici, on va enseigner LinkedIn et qu'on va voir comment, en 90 jours, on peut utiliser LinkedIn pour trouver son premier client et avoir un système qui se répète. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est identifier le besoin premier. Pas penser à son expertise et à dire, moi, je connais tout ça, je peux t'expliquer tout ça. C'est vraiment revenir sur le besoin du client. Et c'est pas compliqué, c'est ce qu'on nous demande tout le temps, en fait.
Quels sont les messages qu'on reçoit? Ben moi, c'est tout le temps, Valentine, je veux lancer une offre digitale. Bon, ben voilà. Et c'est pas autre chose, c'est pas je veux maîtriser ça, je veux maîtriser ça. Toi, je suis sûre qu'aussi, on te demande toujours comment trouver des clients au final. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc Comment voilà, utiliser LinkedIn, comment je trouve des clients. Ouais. voilà comment trouver au final le bon sujet pour un programme, c'est réfléchir à ce qu'on nous demande. Et voilà. Mm, ouais. Et du coup, ça me fait penser à une question. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas forcément d'audience? Alors, alors, si on n'a pas d'audience sur le web, mais qu'on a déjà une activité, on peut réfléchir à ce que nous demandent nos clients actuels. Je pense aux personnes qui sont peut-être déjà freelance, qui sont peut-être déjà coach et qui ont déjà une activité où voilà, la clientèle se fait par bouche à oreille. Ben, certainement qu'elles ont déjà du monde qui leur pose des questions, ne serait-ce que voilà, les premières demandes. Donc ça peut être une chose. Souvent, je dis aussi, si dans notre entourage proche, on a des personnes qui ressemblent à notre public cible, réfléchir à ce qu'ils demandent. Moi, typiquement, maintenant, j'ai plein d'amis qui se lancent. Donc maintenant, tout ce qui est repas, apéro, j'ai plein de questions sur comment lancer son business. Alors, à des moments, j'ai envie de parler d'autre chose, mais n'empêche, je note toujours les questions parce que je sais que ce sont vraiment les questions que se posent les personnes qui se lancent. Et puis, si on n'a pas tout ça autour de soi, on peut tout simplement regarder ce qui se dit sur le web. Il y a une technique hyper simple, c'est d'aller sur Instagram ou sur LinkedIn, sur des personnes qui ont des clientèles, qui ont une clientèle cible qui ressemble à la nôtre, et aller lire les commentaires. Ça, moi, quand j'ai envie de glander sur Instagram, c'est un truc que je fais. Je vais voir sur les derniers posts de certaines collègues et je regarde tout simplement ce que disent les gens. C'est là que tu vois les demandes. Donc voilà, typiquement un post sur comment trouver des clients, mais on voit les commentaires des gens qui disent ah oui, moi j'ai du mal à ça, j'ai du mal avec ça. Et c'est là en fait qu'on se rend compte du besoin vraiment premier. Donc on peut faire ça aussi vraiment quand on n'a pas d'audience. Je conseille également toujours de faire une enquête auprès de sa propre clientèle ou de sa propre audience, mais il en faut une. Mais en fait, bêtement, aller lire ce que disent les gens. Rien que ça apporte énormément de réponses. On peut également aller voir dans les groupes Facebook ce qu'ils disent, enfin bref, sur tous les réseaux sociaux. C'est une mine d'infos, les gens se livrent, les gens donnent sur un plateau d'argent leurs problématiques. Donc en fait, il n'y a plus qu'à aller lire et rassembler tout ça. Ouais, tu fais de la veille, tout simplement. Ouais. Oui, Donc, tu vas voir ce qui se fait ailleurs. Moi, en général, ce que j'aime bien conseiller à mes clients aussi, c'est d'aller directement sur YouTube aussi et d'aller oui, regarder, tu sais, les vidéos les plus vues oui, dans tout leur à fait. thématique. Avec le titre des vidéos, souvent, tu as déjà une bonne accroche aussi, souvent. Oui, 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 tout à fait. Et alors, ne pas hésiter à contacter des personnes qui ressemblent à notre client idéal. Moi, je sais, alors maintenant, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je pense que tous les 2, 3 jours, je reçois un message de quelqu'un qui me dit ah, Valentine, je suis en train de faire une enquête client. Est-ce qu'on peut s'appeler 10, 15 minutes? J'ai quelques questions. Alors, il y a des personnes pour qui enfin, je ne peux pas répondre oui à tout le monde. Mais quand j'ai l'occasion, je le fais toujours avec plaisir. Et voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter à contacter des personnes et à leur dire, voilà, j'ai une petite enquête à faire. Moi, je sais également que dans les groupes de mes formations, beaucoup postent également une enquête en disant, ben voilà, s'il y a des personnes qui ressemblent à ce profil, qui ont ces problématiques-là, voilà, je recherche des personnes qui peuvent m'expliquer leurs besoins. Et je vois que souvent, il y a même des appels qui se font. Donc, je crois qu'on peut toujours trouver. Le web, maintenant, c'est une telle ressource pour trouver les personnes qui ont les réponses à ce qu'on veut que franchement, il ne faut pas hésiter là-dessus, quoi. Il y a quelques années, c'était méga compliqué de faire une étude de marché. Aujourd'hui, il suffit d'aller lire sur Insta. Oui, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, on a Internet qui est quand même une mine d'or d'informations. Tout Ouais. à fait. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Quand tu crées une formation, par quoi est-ce que tu commences? Est-ce que tu vas tout de suite créer le contenu ou est-ce que tu conseilles peut-être d'abord de la promouvoir et de la vendre et ensuite tu vas créer ton contenu? Alors, moi, la première chose que je ferais, c'est de définir à quel moment je vais lancer cette formation. Parce que si on se dit, je lance ma formation la semaine prochaine, ça va un peu tomber comme un cheveu dans la soupe, comme on dit, tu vois. Parce que clairement, il est important d'un petit peu teaser son audience, teaser son public. Et si on n'a pas de public, j'ai envie de dire, autant construire son audience d'abord avant de lancer son programme. Je parle dans le cas d'un grand programme qui va éliminer le one-to-one. Donc, moi, ce que je ferais d'abord, c'est de me faire un bon rétro-planning et de me dire que si j'ai envie de lancer et vendre une formation, il faut que je me laisse minimum 3 mois. 3 mois pour bien faire les choses dans l'ordre, même si on est impatient, même si on se dit je la lance tout de suite comme ça, c'est déjà de l'argent qui rentre, entre guillemets, non. Il vaut mieux prendre son temps et se définir d'une date dans 3 mois. Voilà, ça c'est très bien. Première chose que je ferais, c'est bien sûr de définir le sujet de la formation.
être certain que c'est une thématique qui intéresse mon public cible. Et ensuite, on n'est pas obligé de passer tout de suite à la création de la formation. Moi, je crois que le plus important, c'est d'attirer une nouvelle audience qui est intéressée et teaser cette audience de manière à lui donner envie d'acheter le programme quand il sortira. Parce que si on sort de nulle part et qu'on fait « Coucou, j'ai reçu un super programme », ben, il n'y a personne qui va vouloir l'acheter parce que voilà, maintenant, il faut un petit peu teaser le public. C'est pas pour rien qu'au cinéma, pour certains films, on a des teasers 6 mois à l'avance. C'est pour nous donner envie d'aller en salle, d'aller voir le film. Ben, c'est pareil, en fait, quand nous, on lance une offre. Et ça, je crois que c'est valable pour toutes les offres de manière générale. Et donc, c'est ça que je prendrais bien le temps de réfléchir à qui est le public cible, sur quel réseau social je vais communiquer. Est-ce que je vais communiquer sur LinkedIn, sur Instagram? Qu'est-ce que je vais partager comme type de publication pour donner envie? Parce qu'il va falloir parler de la thématique du programme, un petit peu éliminer tous les mythes. Bref, il y a plein de choses à faire pour enfin faire cette fameuse période de lancement où on peut soit faire un webinar, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais donc, en fait, lancer une offre, c'est surtout préparer la promotion de cette offre. Alors, à quel moment est-ce qu'on la crée? Soit on la crée pendant cette période-là où on fait le teasing, soit, et moi, c'est un truc que j'ai toujours fait. Après, il faut tenir le rythme après, je le conçois, mais en fait, c'est que moi, je libère les modules semaine après semaine. Moi, il y a plein de formations que j'ai lancées, que j'ai vendues, il n'y avait encore rien de créé. Après, le plan était dans ma tête. Le plan était dans ma tête, je savais très bien ce qui allait être fait. Et en fait, c'est semaine après semaine que je crée les modules et je les libère. Pourquoi? Pour ne pas faire l'erreur de créer une formation que personne ne va acheter. Bon, maintenant que je suis quand même plus à l'aise avec tout ça, je peux me permettre de créer les premiers modules. Mais là encore, la dernière formation que j'ai lancée en mars, quand j'ai commencé les ventes, la moitié était créée. Et je me suis dit, je laisse les ventes se faire et ensuite, je crée la seconde partie dans les semaines à venir. Donc voilà. Donc, je ne crois pas vraiment que la première étape, c'est de commencer, se mettre sur PowerPoint et faire ces jolis slides. Ça vient vraiment bien après. Et comme je le disais, on peut toujours faire une version bêta qui n'est peut-être pas très belle, pas très propre, mais qui transmet les connaissances. Et ensuite, on fait une version toute belle, toute propre, une fois qu'on a fait les modifs. Parce qu'en général, un programme en ligne, même si on l'a conçu avec sa méthodologie, qu'on a déjà testé avec des clients et tout, on va quand même vouloir modifier des choses. Donc, autant le faire de manière très soft la première fois, au lieu de passer son temps à tout réenregistrer. Oui, et puis je trouve ça bien que tu mettes l'accent sur le fait que quand on crée une formation, il y a tout le côté effectivement promotion, marketing avant sur lequel on doit bien travailler, puisqu'au final, sans le côté promotion et marketing, on ne fait pas de vente. Donc effectivement, c'est un point important à travailler. Oui, tout à fait. Il faut donner envie. Ce qui fonctionne très bien, c'est partager les backstage de la création de son offre. Moi, par exemple, j'ai un nouveau programme qui va sortir mi-septembre, fin septembre. Mais je sais très bien que cet été, j'ai parlé que de ça en story. J'ai montré toutes les backstage parce que c'est ça qui donne envie. Et tout mon contenu cet été va être axé pour donner envie d'acheter le programme qui sortira. Donc, ce n'est pas des choses qui s'improvisent quelques jours à l'avance où tout d'un coup, on découvre quelque chose de génial et on se dit « Ah, j'ai créé une formation à ce sujet ». Malheureusement, ça ne fonctionne plus comme ça maintenant. Et il faut le réfléchir sur le long terme quand on fait comme ça un gros programme qu'on compte quand même vendre à une certaine somme vu que c'est censé devenir la base du business. Oui, et puis je pense qu'il y a une certaine confiance aussi qui doit se créer entre nos futurs clients et nous, forcément, parce que rares sont les personnes qui vont investir, je ne sais pas, 1000, 1500, 2000 euros dans une formation pour une personne qui ne connaissent pas du tout. C'est un peu compliqué. Ouais. Mais tout ça, c'est vraiment le contenu de pré-lancement qui permet de faire tout ça, quoi. Et déjà, éliminer tous les mythes que notre public peut avoir. Déjà, expliquer qu'ils ont un problème. Parce que souvent, les personnes, en fait, ne se rendent pas compte qu'elles ont un problème. Donc, expliquer pourquoi il y a un truc qui ne va pas. Expliquer comment est-ce qu'on peut résoudre le problème. Expliquer que nous, on est la meilleure personne pour l'aider à résoudre ce problème. Et enfin dire, bon, ben voilà, maintenant, tu as compris. Tu as un problème, il faut le régler, je peux t'aider, inscris-toi à ce programme.
Et tout ça, c'est un truc qui qui doit se faire sur plusieurs semaines, quoi, parce qu'en 3 jours, c'est impossible. Il faut que l'information... Et pas hésiter, ça, attention, je le dis toujours, mais quand on est en période de lancement, quand on est en période de vente, et ça, c'est valable pour tout, pas hésiter à taper sur le clou. Et s'il faut faire 25 stories par jour où on dit les portes sont ouvertes, les portes du programme sont ouvertes, il faut le faire. Moi, je dis toujours, si on n'en a pas marre de parler de son offre, c'est qu'on n'en a pas parlé assez. Il faut soi-même être saoulé de son programme pour être certain que ça y est, on a communiqué suffisamment dessus. Pourquoi ? Parce qu'on est noyé sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Insta, il y a tellement d'infos. Donc, si nous, on arrive et qu'on fait un malheureux post en disant « ça y est, on peut s'inscrire », il n'y a pas grand monde qui va le voir. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à taper sur le clou. Et même si on a l'impression de saouler les gens et que nous-mêmes, on est saoulés d'en parler, ce n'est pas grave, il faut continuer. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. Et du coup, j'ai une dernière question qui me vient pour toi. Quand on crée une formation, tu vois, dans ce style-là dont on parlait, comment, en créant une offre digitale ou en créant une formation en ligne comme ça, comment est-ce que tu peux quand même garantir une qualité tout en la vendant à un grand nombre au final? Parce que quand tu crées une formation ou quelque chose que tu vends à un plus grand nombre, forcément, tu perds un petit peu de personnalisation et ce côté individuel au final. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on peut avoir en fait plein de formats différents. On n'est pas obligé d'avoir une formation en ligne qui est vendue de manière automatique et on répond jamais aux gens. D'ailleurs, je le déconseille. Je ne donner aucun support, c'est vraiment très compliqué. De manière générale, moi, j'aime toujours avoir un groupe Facebook pour la communauté. J'aime toujours faire des lives en direct pour répondre aux questions. Et là, ça permet déjà d'avoir un support un petit peu plus personnalisé. Après, rien n'empêche d'avoir des versions mi-formation en ligne, mi-coaching de groupe. Rien n'empêche d'incorporer des sessions one-to-one avec ses élèves. Après, ça dépend également un petit peu comment on veut se positionner dans le business. Moi, le but, c'est vraiment de mettre la formation en ligne au cœur du business. Donc, c'est clair que si j'ai 300 personnes dans une formation, je ne peux pas faire 300 one-to-one à côté. Donc, voilà, mais on pourrait imaginer des versions peut-être plus au début, un peu plus intimistes, où on va dire maximum 15 personnes. Et ces 15 personnes, on prend du coup plus le temps de les accompagner en one-to-one. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire au début parce que ça permet vraiment de comprendre tous les questionnements, de voir où ça bloque. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir, dans son programme, ajouter tout le contenu pour que les personnes puissent quand même se débrouiller par elles-mêmes. Donc, rien que le fait d'avoir une énorme foire aux questions par module où on a les questions qu'on a le plus souvent, ça permet au final à la personne de résoudre elle-même sa problématique. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais après, c'est certain, avoir un groupe Facebook où on a quand même quelqu'un qui s'en occupe. Et alors, il y a un truc génial dans les groupes Facebook, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont déjà suivi la formation, qui ont déjà eu des résultats et qui sont toujours hyper contentes de pouvoir en fait partager leur expérience et de répondre. Donc, c'est également des groupes qui s'autogèrent de manière générale un peu tout seul. Donc, on a quand même cet aspect qui est là avec les feedbacks. Il y a toujours moyen de poser la question. Et je crois que c'est à chacun un petit peu de définir ce qu'on a envie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ajoutent un groupe Slack dans les formations et qui disent, voilà, tous les jours de 14 à 15 heures, je suis dans le groupe Slack pour répondre aux questions. On peut faire plein de choses différentes. Je crois que le mieux, c'est de tester, voir ce qui convient à notre public, voir ce qui nous convient à nous, parce que le but, c'est également d'avoir quelque chose qui nous permet d'être épanouis. Voilà, moi, je sais qu'un groupe Slack, c'est juste pas possible. J'ai pas envie d'avoir ça au quotidien. Ça va juste me stresser, m'angoisser. Donc voilà. Par contre, répertorier et moi, ce que j'ai par exemple dans Prêt-à-poster, donc on a les séances questions-réponses chaque mois, j'ai un système où on peut rechercher dans toutes les vidéos. Ce qui permet, si quelqu'un a une question, elle va taper, par exemple, je sais pas moi, programmation. Tous les endroits où j'ai parlé de programmation, elle va pouvoir le retrouver dans toutes les vidéos et aller rechercher dans les anciennes questions. Donc, en fait, il y a moyen de faire plein de choses différentes pour que quand quelqu'un est bloqué, va avoir moyen de trouver la réponse à sa question. Et après, ça, c'est la limite pour moi des formations en ligne, des programmes en ligne. Et si on a envie d'avoir du personnalisé à 100%, il faut passer dans du one-to-one. Et c'est là que du coup, on peut se permettre de proposer un one-to-one qui forcément est plus élevé que le prix du programme. Parce que voilà, c'est une catégorie au-dessus. Et si quelqu'un a absolument envie d'avoir du one-to-one, on peut le proposer, mais du coup, ce ne sera pas au même tarif. Donc forcément, ce sera pour moins de gens, mais du coup, ce sera personnalisé. Ouais, forcément, ouais. Non, c'est bien.
Super, bah merci parce que je pense que ça aidera beaucoup et effectivement, ça met bien en perspective qu'on peut pas, enfin, les possibilités, elles sont nombreuses, tu vois, il faut juste te poser et y réfléchir à ce que tu veux et comment est-ce que tu veux créer les choses. Oui, Et après, tu peux moduler ça comme tu le souhaites au final. totalement. Et par contre, un truc qui est important, c'est de bien mettre les règles dès le début. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué et moi, je vais encore m'améliorer là-dessus. Mais moi, par exemple, tous les programmes que j'ai suivis, toutes les formations, je crois que j'ai jamais posé une seule question. Je crois que, enfin, je suis vraiment du genre à travailler toute seule dans mon coin. Et donc, je pensais que c'était le cas pour tout le monde. Mais non. Et il y a des personnes qui ont vraiment besoin, en fait, de beaucoup de support. Et il faut clairement mettre les limites pour éviter de se retrouver avec des heures de vocaux sur Instagram par DM tous les jours de personnes qui ont des questions, parce qu'en fait, ça devient du one-to-one et c'est pas prévu. Mm. Moi, je me souviens, j'avais une cliente qui m'envoyait des mails, mais je crois que rien que lire son mail, ça me prenait une demi-heure. Et j'étais là, oui, mais c'est pas possible. Et au début, on accepte parce qu'on est content, parce que forcément, au début, oui, on a moins de personnes qui vont rejoindre le programme parce qu'on est moins connu, etc. Et puis, quand ça grandit, on se retrouve à être au final submergé par en fait du one-to-one et c'était pas censé être le but. Tandis que quand on a ce qu'on appelle une bonne séance d'onboarding, donc l'onboarding, c'est quand on accueille le client, que ce soit pour de la prestat de service ou pour du digital, et qu'on met bien les règles et qu'on explique, si tu as une question, voilà comment avoir le support, ne contacte pas sur Instagram, c'est pas un lieu pour poser une question. Ne envoie pas un email, ce n'est pas un endroit où poser une question. Si on recentre bien les gens, et en fait pas recentrer, mais qu'on explique les choses, comment ça se passe, eh ben en fait les gens respectent. C'est même plus agréable parce qu'on se retrouve dans un cadre un petit peu plus structuré. Mais donc il faut bien expliquer ça dès le début. Voilà, moi par exemple la semaine prochaine on a une formation qui recommence, mais c'est clairement bien marqué au début. En cas de question, que faire? Étape 1, je demande dans le groupe et je sais que j'aurai une réponse dans les 24 heures ouvrables. Aussi, bien expliquer aux gens qu'on n'est pas dispo 24 heures sur 24 malgré toute la bonne volonté du monde. Moi, je mets toujours que ça ne sert à rien de taguer 3 fois en commentaire mon nom, je ne vais pas répondre plus vite. Et qu'il y a des séances une fois par semaine, questions-réponses, et que c'est là qu'on répond de manière un petit peu plus personnalisée. Et voilà, et pas envoyer de DM sur Instagram, pas poser la question en commentaire sous un post qui date d'il y a un mois, on ne va pas le voir. Voilà, et tout ça, c'est important de le cadrer parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir est-ce que je peux poser ma question, comment est-ce que je peux bien le faire. Et voilà, et tout ça permet d'un petit peu mieux cadrer et mieux vivre l'expérience et pour les participants et pour nous également. Ouais, c'est vrai. Non, c'est bien de le rappeler, effectivement, parce que je pense que, comme tu le dis, moi aussi, je suis le genre de personne qui achète une formation, je fais les trucs dans mon coin. J'ai pas forcément beaucoup de questions. En général, je vais aller chercher mes réponses autre part avant de poser la Mhm. question. Mais c'est vrai il y a d'autres personnes pour qui c'est pas forcément logique et qui vont aller solliciter les personnes un peu partout en même temps. Alors, tu reçois un Oui, mail, tu reçois un message LinkedIn, un message privé sur autre chose. Ouais. ça peut être compliqué et même là, j'ai appris cadrer la manière dont on va poser la question. Parce qu'aussi, si on reçoit des questions, par exemple, dans le groupe Facebook, bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins pratique dans un groupe Facebook, souvent on est sur son téléphone, mais parfois, je recevais des messages, il fallait que je les lise 10 fois à voix haute pour comprendre la question de la personne. Et en fait, je trouve que c'est pas rendre service non plus, surtout quand on s'adresse à des entrepreneurs. Donc maintenant, j'ai même un petit peu recadré la manière de poser les questions, où j'ai dit ça doit vraiment être clair, précis, un message, une question, et que s'ils peuvent trouver la réponse par eux-mêmes, qu'ils la cherchent d'abord. Par exemple, demander j'ai un bug sur un outil. Oui, ben, regarde peut-être la FAQ de l'outil. Il y a certainement la question ou adresse-toi au service clientèle. Une fois, je me souviens, ça m'avait rendu dingue, j'avais reçu un message combien coûte Zoom? J'étais là, mais va sur le site de Zoom, va regarder. Et je me dis, c'est pas rendre service au final de répondre à la personne et dire c'est autant par mois. Plutôt dire, bon, eh ben, tu peux trouver le site, va sur le site de Zoom et tu trouveras les différents types de prix et tu choisiras la formule qui te convient. Et tout ça, ça permet à chaque fois de cadrer. Et je pense qu'au final, l'expérience est bien meilleure pour la personne qui va se rendre compte qu'elle peut être autonome et n'a pas besoin de nous constamment tous les jours. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Non, c'est top. C'est top. Merci beaucoup pour tous ces partages. C'est super riche. J'aimerais finir juste avec un point. En général, j'aime bien finir tous mes podcasts avec quelque chose de plus actionnable que les gens peuvent vraiment mettre en pratique et tout de suite, en fait, dès maintenant. Puisque écouter un podcast, c'est bien. On a plein d'informations, mais le principal, c'est de passer à l'action, surtout pour avoir des résultats. Pour quelqu'un qui souhaite commencer à créer son offre digitale, et se lancer. Quelqu'un qui fait que de l'individuel, par exemple, jusqu'à présent, vu que je pense que c'est la grande situation des personnes qui nous écoutent. Pour commencer à démarrer, effectivement, à créer son offre digitale, quel serait le premier conseil que tu leur donnerais pour se lancer? Alors, la première chose à faire, écoute, moi, je mettrais dans l'agenda la date à laquelle le programme sort. Ça me paraît déjà pas mal. Donc, pas la semaine prochaine. On ne se met pas un délai de 10 jours, c'est pas possible. On ne se met pas un délai de 10 ans non plus, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, se dire dans 3 mois, on lance cela. Non, moi, la première chose que je ferais, je pense quelqu'un qui a déjà travaillé avec des clients, qui a déjà eu des résultats, c'est de rappeler peut-être les clients et leur demander quelle a été la transformation qu'ils ont connue avant nous, pour savoir un petit peu et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce que les gens ont apprécié, quelle a été l'étape A à l'étape B, là où on les a emmenés, parce qu'au final, c'est ça qu'on va reproduire dans notre programme. Donc, je me dis, recontacter les anciens clients, ça peut être une excellente chose. On peut déjà, en plus, donner des témoignages, donc c'est tout, ça, c'est aussi une autre chose de faite. Mais vraiment bien voir quelle était revenir à la problématique de base et la situation quand le problème est réglé pour voir vers quel type de programme on va aller. Ouais, super. Tout à fait, effectivement. Voilà, prochaine étape, aller contacter ces anciens clients et leur demander. Ouais. Super. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Je pense que ça permet de se lancer et de tester et de lancer son offre digitale. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. Je suis super contente. Merci à toi. Oui, écoute, moi, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai l'impression qu'on a parlé 5 minutes alors que non, pas du tout. Donc, voilà. C'est vrai. J'espère que ce sera utile. Et voilà, et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager tout ça. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup ? Alors, si on est intéressé par la création de programmes en ligne, le one stop, c'est jevisdemapassion.com. D'ailleurs, il y a une masterclass à la demande sur le site, elle est un peu partout. Mais c'est vraiment là où il y a le maximum d'informations sur tout ce qui est création de business en ligne, création d'offres digitales, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Super. Et puis, tu as un podcast aussi. Oui, le podcast Je vis de ma passion, qui est effectivement axé sur la création de business en ligne. Donc, j'interviewe des personnes qui ont un business en ligne dans plein de thématiques différentes. Justement, ça peut donner plein d'idées différentes, des plateformes de membership. On peut faire plein de choses. Et je partage également, moi, les backstage, les coulisses. Souvent, j'aime bien expliquer ce qu'il y a derrière l'écran. Un petit peu, parfois les bonnes et les moins bonnes choses. Donc, il y a le podcast également. Super. De toute façon, je mettrai tout ça dans la description du podcast, de toute façon. Voilà. Écoute, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, sinon, on pourra parler pendant 2 heures. Mais voilà. Merci encore, du coup. Et puis, du coup, à très vite. Merci à toi. Et voilà, l'épisode de podcast est terminé. J'espère sincèrement que l'interview vous aura plu. Donc, comme vous le voyez, déjà, première chose importante, c'est qu'une offre digitale n'est pas forcément une formation en ligne. Pour moi, les possibilités sont tout à fait nombreuses et infinies à partir du moment où vous voulez créer quelque chose. Vous avez des possibilités infinies pour créer ce que vous souhaitez. Je pense que ce qui est important aussi à rappeler et que Valentine a bien mentionné, c'est l'importance de la partie marketing et de la partie promotion et l'importance de s'adresser à une vraie audience derrière parce que ce sont des personnes qui vont acheter votre formation si vous partez en tout cas sur une formation mais votre offre, ce sont des personnes derrière qui achètent votre offre et il faut que ça colle avec un vrai besoin, une vraie problématique que vous résolvez. Donc moi je vous encourage très fortement à vous lancer et à faire cette première action-là dont Valentine vous parlait, c'est-à-dire d'aller tout simplement au contact de votre audience, de vos anciens clients et de leur demander tout simplement ce que votre travail leur a apporté, la transformation que ça leur a apporté et à faire votre petite étude de marché avant de vous lancer, avant d'annoncer véritablement cette formation et surtout avant de la créer. Et n'hésitez pas également à bêta-tester votre offre digitale, tout simplement. C'est une très très bonne idée et d'ailleurs je ferai un épisode de podcast spécialement
pour cela, puisqu'on parlera de mon expérience à moi, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, je vous tease un petit peu le projet pour l'instant, mais du coup j'espère que l'interview vous a plu, que vous en ressortez avec beaucoup de clés. Et de votre côté, si vous voulez véritablement apprendre à trouver vos clients grâce à LinkedIn, je vous laisse dès maintenant vous inscrire sur la liste d'attente de la MB Academy. Le lien est dans la description de ce podcast. Vous aurez d'ailleurs un petit cadeau en vous inscrivant à la liste d'attente, mais ça c'est juste entre nous. Ne le répétez pas. En tout cas, vous aurez toutes les infos sur le programme. Je suis en train de travailler fort dessus et tous les retours en tout cas sont bons à prendre. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre enthousiasme. Mais si vous avez vraiment envie en tout cas de ne plus avoir ce flow un petit peu imprévisible de nouveaux clients, mais que vous avez envie d'avoir un flux régulier et de vous lancer sur LinkedIn, d'avoir une communication claire et d'attirer en fait tout naturellement des clients à vous, puisque c'est aujourd'hui ce qui se passe pour moi, eh bien je vous enseignerai cette méthode avec grand plaisir qui a bien évidemment fait ses preuves lors des derniers coachings de groupe. Voilà, donc je vous laisse vous inscrire sur cette belle liste d'attente en description de ce podcast. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où cette fois-ci, on va parler un petit peu d'entrepreneuriat en général et de comment gérer ses émotions, surtout. Mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez lundi prochain. Je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous et du coup, à lundi. Bye bye.